représente l'association je suis membre de l'Association française des dysplasies ectodermiques. Donc, je suis membre je suis du côté des patients. Voilà, pour situer. Ensuite, il me reste 0 minute pour faire la présentation. Donc, je vais être caricaturale, c'est pas grave, l'idée c'est de lancer le débat. Je dirais en ce qui concerne les PNDS que c'est un outil extrêmement important. On aura peut-être sûrement l'occasion de voir pourquoi dans le cours du débat. C'est un outil très important et pourtant il est rare, il n'y en a pas beaucoup, il est en nombre limité. Il y a eu une accélération au cours des 5 dernières années qui a coïncidé avec l'avènement des filières. C'est pour ça que sur le site de la HAS, ils sont classés depuis 5 ans, plus de 5 ans, moins de 5 ans, pour ce qui est de la date de publication. Et donc, ils sont peu nombreux, même s'il y en a un peu plus. Et donc, ils sont peu nombreux, mais alors il y a énormément de demandes. Et ça, je le vois dans les filières, au contact des autres associations. Beaucoup d'associations souhaitent avoir un PNDS, ils n'y arrivent pas. Et quand le processus est engagé, il est extrêmement lourd, long, interminable. Je parle en général, bien sûr qu'il y a des cas où ça se passe très vite et autrement. Et donc, l'idée, c'est pourquoi est-ce que c'est si long? Pourquoi est-ce que, évidemment, il y a plusieurs explications. Et l'idée ici, c'est de débroussailler un peu tout ça pour dégager quelques perspectives d'amélioration pour la suite. D'autre part, quand on a un PNDS, pour les PNDS qui sont là, quand ils finissent par arriver, il y a un énorme problème de visibilité et de diffusion du PNDS. C'est une énorme frustration, ils sont méconnus, sous-utilisés et l'idée, c'est également ici de voir pourquoi et comment, quels obstacles il y a à lever pour aller vers autre chose. C'est pour cela que le titre de cette table ronde, c'est vers une nouvelle génération de PNDS, parce qu'il y a la forme et il y a le contenu. Et il y a des problèmes sur les deux fronts. Et j'espère que les associations vont poser beaucoup de questions et apporter beaucoup de propositions parce qu'il y a du pain sur la planche. Alors, juste pour les PNDS, pour ceux qui veulent se renseigner sur la façon de faire les PNDS, qui ont des questions qui se rapportent à ça et dans les semaines, les mois à venir, dans les temps à venir, il y a à l'Alliance Hélène qui est Violet. Hélène Thiollet, qui est qui est spécialement chargée des PNDS, et vous pouvez la contacter. Manuela donnera les coordonnées. Elle peut répondre à toutes les questions sur les PNDS, ou elle essaiera du moins. Voilà. Et donc, pour commencer, je donne la parole au professeur Christophe Verny, qui est donc coordonnateur de la filière Brain Team et qui va nous faire part de la réflexion des filières sur les PNDS et leur évolution, donc une réflexion qui est très attendue. Alors, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Parfait. Donc, Christophe Verny, je suis professeur de neurologie au CHU d'Angers. Je coordonne 2 centres de référence maladies rares neurologiques, l'un sur la maladie de Huntington et l'autre sur les maladies neurogénétiques en général. Et je suis le coordonnateur national de la filière de santé Brain Team, qui est celle qui regroupe les maladies rares du système nerveux central. Donc, un petit mot pour que tout le monde voit quel est le périmètre de ma filière. Donc là, vous avez les différentes maladies et vous voyez que c'est un petit peu une filière qui est le mariage de la carpe et du lapin. Il y a beaucoup de choses différentes, des pathologies du sommeil, de la génétique, des maladies inflammatoires, vasculaires. Ce qui fait qu'on est confronté, vous le verrez, à un grand nombre de sollicitations de PNDS, comme ça vient d'être exprimé, et à des réalisations. Je vais vous faire un point de notre état de parcours, de ce qui est fait et de ce qui est en cours. Vous voyez que les centres de référence sont comme souvent regroupés dans quelques villes et beaucoup en région parisienne.
mais nous couvrons quand même une partie du territoire. Et quand on ajoute les centres de compétences, que ce soit enfants ou adultes, vous verrez que une grande partie, en tout cas des CHU, sont aujourd'hui couverts. Donc, une filière comme la mienne, c'est quand même quelque chose de très important. Il faut réaliser que c'est 30 centres de référence, qu'on a plus de 140 centres de compétences. Quand je mets plus de 500 maladies rares, je pense qu'on pourrait dire facilement plus de 1000 maladies rares. 26 associations de patients. J'ai vu que certains représentants étaient parmi nous aujourd'hui et je les salue particulièrement. Mais voilà, c'est aussi animé, et ça se passe d'ailleurs très bien, un collectif interassociations au sein de la filière. Donc, vous voyez, c'est quelque chose quand même d'assez important, et en quantité et en qualité. Alors, je rappelle les principales missions des filières de santé. Vous verrez là en haut à droite que les PNDS font partie vraiment des missions phares qui nous ont été confiées par la DGOS, c'est-à-dire que ce ne sont pas les filières qui vont rédiger les PNDS, il faut être très clair, hein, les filières ne font pas de soins, j'allais presque dire, ne font pas de médecine. On est une structure de soutien pour nos centres de référence. Une filière, c'est l'agrégation des centres de référence et des compétences médicales qui y sont. Et ensuite, c'est un management national. Et d'ailleurs, les équipes des filières, à chaque fois, vous voyez un médecin, souvent un professeur qui est montré en tête de gondole, mais en pratique, ceux qui sont le cœur du travail des filières, ce sont les chefs de projet et les chargés de mission, puisque les filières sont financées et ont du personnel qui permet que ce travail soit fait. Alors, pour arriver à la question aujourd'hui des PNDS, pour être clair, ce qui est publié, ce qui est actuellement en cours d'actualisation, c'est-à-dire que ce sont des PNDS qui avaient été faits historiquement, et qui actuellement sont voilà, en train d'être réécrits et mis à jour. Et puis, vous avez tous ces PNDS-là qui aujourd'hui sont en cours de rédaction. C'est vrai, on le redira, les PNDS, quand ça a été initialement créé, c'était quelque chose d'une lourdeur absolument inimaginable. Moi, j'ai participé parmi les rédacteurs du premier PNDS sur la maladie de Huntington, qui était encore sur l'ancienne méthodologie, qui était, elle, validée, relue par l'HAS. Ça a été des mois et des mois de travail, quasiment un mi-temps de personnel de type, enfin, une ARC a quasiment été consacrée à mi-temps pendant un an à faire ce travail-là, et 5 médecins des centres de référence en France se sont impliqués. Donc, c'était considérable. C'est vrai que depuis, la méthodologie a été allégée, mais on en rediscutera. Elle reste encore quelque chose de très lourd et chronophage. Et c'est vrai que pour les médecins, il y avait une impression que, je ne vais pas parler de rapport qualité-prix, mais que l'investissement pour l'utilité que parfois ça pouvait avoir était parfois discutable, avec des gens qui, vous le savez bien, sont tous débordés, ont plein de choses à faire et de toute manière ne feront jamais tout ce qu'il serait bien qu'ils fassent. Donc, il y a un moment où il y a des choix à faire. Et c'est vrai que jusqu'à peu, les PNDS n'étaient pas forcément en tête de gondole. Ça a changé. Ça a changé pour deux choses, parce que je dirais de manière assez efficace, la DGOS a agité et manié en même temps la carotte et le bâton, qui reste quand même quelque chose d'assez éprouvé. Et quand on fait les deux en même temps, ça marche bien. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 appels à projets successifs, 2019 et 2020. C'est les astérisques que vous voyez là, qui proposaient des financements. C'est-à-dire que si on montait un projet qui était crédible, avec voilà, en montrant que la personne qui déposait le projet avait compris ce à quoi il s'engageait pour faire le PNDS, et bien le PNDS était validé, financé. Et puis l'autre, ça c'était le côté carotte. Le côté bâton, c'est qu'il a clairement été exprimé que les centres de référence qui n'auraient pas participé à la rédaction d'un PNDS d'ici 2022, au moment de la nouvelle campagne de relabellisation, partaient avec un sacré handicap pour être relabellisés. Et ça aussi, ça a été très efficace pour faire que moi, tous mes centres de référence se sont impliqués dans la rédaction d'au moins un PNDS, parfois plusieurs.
Alors, je vous ai juste fait une diapositive pour essayer de vous faire un état de la réflexion au sein de ma filière sur les avantages et faiblesses par rapport au PNDS. Donc, parlons des forces, il y a quand même ce côté référence pour la prise en charge. Ça peut être opposé, je le disais, à des ARS, aux caisses d'assurance maladie, notamment dans le financement. Je donnais l'exemple là, avant que ça commence, de la maladie de Huntington, pour lequel nous avions le bilan et l'évaluation annuelle qui se fait en hôpital de jour, qui était discuté et qui voulait être requalifié en consultation parce que ça rapporte 10 fois moins, donc ça coûte 10 fois moins aux caisses. Eh bien, c'est remonté jusqu'à la Caisse nationale d'assurance maladie pour un arbitrage. Et je sais que le PNDS a compté dans le fait que l'hôpital de jour soit retenu. Voilà, c'est une occasion supplémentaire de discuter, d'échanger avec les associations de patients dans la relecture et la discussion de ce PNDS. Et puis, c'est vrai que nous, une volonté de la filière a été de développer un volet médico-social dans le cadre des PNDS. Et c'était un exemple de la réflexion qu'on a eue dans BrainKing, c'est qu'on s'est dit qu'on a énormément de maladies très différentes, mais finalement, le volet médico-social de toutes ces maladies neurologiques est relativement comparable. Et donc, on essaye de proposer un document type que chacun des centres de référence peut s'approprier et adosser à son dossier PNDS pour que les aspects médico-sociaux auxquels moi je suis particulièrement attaché ne soient jamais mis de côté ou oubliés. Alors, je vous ai parlé du financement pour l'appel à projet. Voilà, il y a toujours un côté pour les équipes de faire valoir son expertise qui est important. C'est vrai que notre filière, mais comme toutes les filières, ont apporté un appui logistique, c'est-à-dire que il y a beau dire et beau faire, mais même si ça a été simplifié, ça reste quand même très compliqué avec une espèce de méthodologie qui, quand on ne se l'approprie pas, honnêtement, déjà pour mobiliser un médecin, un paramédical d'un centre de référence pour faire un PNDS et aller écrire des recommandations, c'est pas facile. Mais en plus, quand il faut lui dire que pour commencer, il va scoltiner 40 pages de la méthodologie qu'il faut suivre avec des outils dont il n'a pas l'habitude, c'est compliqué. Donc, là, avoir quelqu'un qui finalement apporte tout le soutien logistique, c'est vrai que ça aussi fait lever certains verrous. Et puis, il y a une chose dont on se rend compte maintenant avec la généralisation, c'est qu'au sein des filières et des groupes de médecins experts en maladies rares, finalement, la plupart d'entre nous avons déjà participé à différentes places, comme coordonnateur, comme rédacteur, comme relecteur à des PNDS. Et finalement, il y a un petit noyau de personnes qui, en ayant déjà fait 1, 2, 3 ou participé, ils n'en ont pas rédigé 3, mais ils ont participé à 3, 4 PNDS, finalement, ce qu'on ne fait pas pour la première fois, on le fait beaucoup plus naturellement et beaucoup plus vite. Alors, les faiblesses, les difficultés, les menaces, c'est que c'est publié sur le site de l'HAS, mais que l'HAS, effectivement, ne les contrôle plus. Je disais là aussi pour commencer que l'HAS est d'ailleurs furieuse que la DGOS leur impose aujourd'hui de continuer à les publier sur leur site parce qu'ils disent, mais finalement, ça a le tampon de l'HAS, alors que ce n'est pas vrai du tout puisqu'on ne contrôle rien du tout. Je vous disais que la rédaction reste très, très formelle. Si vous voulez, quand vous êtes expert d'une maladie reconnue au niveau national, international, vous connaissez toutes les publications pertinentes par rapport à votre maladie. Quand on vous demande dans un processus de type PNDS de devoir justifier que vous avez fait la littérature de 500, 600, 800 articles dont vous savez parfaitement en commençant qu'il n'y en a que 10 de pertinents et que tous les autres sont très anciens, c'est vraiment l'impression de faire un travail pour répondre à une méthodologie, mais on sait, avant de commencer le travail, on sait quel est le résultat à laquelle on va arriver, mais on est obligé quand même de dire qu'on a fait le travail. Voilà. Il y a une chose aussi qu'il faut remarquer, c'est que le PNDS, y compris sur des pathologies assez proches, peut être assez différent en fonction de l'équipe qui le coordonne. Et je peux vous donner un exemple de 2 PNDS qui sont en cours sur des neuropathies optiques génétiques.
Eh bien, il y en a un qui est fait par mon équipe à Angers, où on a une culture très neurologique, génétique par rapport à cela. Et c'est vraiment mis en avant le diagnostic, le conseil génétique, les atteintes multi-organes. Et on a sur une pathologie qui est tout à fait comparable un autre PNDS avec d'autres gènes qui est fait par une équipe dont le cœur est l'ophtalmologie. Et vous verrez que le côté diagnostic génétique, autres organes, etc., est beaucoup moins important. Par contre, ils ont beaucoup plus développé ces aspects de centre basse vision. Donc, c'est différent. Voilà, il faut être conscient qu'il peut y avoir des approches différentes pour des PNDS de pathologies très proches. Et puis, il faut constater que je ne suis pas certain, mais là, le débat, et c'était un peu pour l'ouvrir, que l'utilisation réelle des PNDS par les professionnels de santé, par surtout les médecins généralistes, qui étaient des cibles principales initialement, pour nous, je dirais les neurologues généralistes qui ne font pas de la neurogénétique, je pense, c'est très faible. Et je pense effectivement, mais ça a été cité, et moi j'en resterai là, qu'aujourd'hui, la principale utilisation, c'est dans les discussions avec les MDA, les MDPH, les différentes caisses. Je ne suis pas certain qu'on aille au-delà. Et finalement, est-ce que tout ça pour ça peut être une question aussi. Alors, c'est très important que ça soit là et disponible, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres modalités de permettre de forcer certains barrages de tous ces organismes de contrôle et de financement qu'une rédaction aussi lourde? Donc, c'est un peu la question que je vous pose en conclusion. Et puis, je reste à la disposition pour la suite des échanges dans le cadre de cette table ronde. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, moi, je retiens que plus on en fait des PNDS et plus c'est facile. Ça, je l'ai noté comme il faut parce que ça ouvre quand même d'autres perspectives. Sur l'utilité, l'utilisation et l'utilité, je pense que je pense qu'on n'a pas conscience de l'utilité et qu'on n'a pas toujours conscience de l'utilité et que les médecins généralistes en particulier pourraient l'utiliser beaucoup plus que ce qu'on croit a priori. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, c'est mon point de vue. Alors, comme on est déjà en retard, j'aurais aimé connaître, quand même savoir si au niveau des filières, il n'y avait pas une réflexion interfilière sur la question des PNDS. Est-ce que les filières en parlent entre elles? Est-ce qu'il y a un échange? Est-ce qu'il y a une discussion sur l'avenir du PNDS qui est en cours? Alors, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de travaux interfilières et tous les sujets sont abordés en interfilière. C'est qu'actuellement, on n'est pas dans une discussion tellement sur le fond, on est plutôt actuellement dans la discussion sur le faire, puisqu'on vient d'avoir les appels à, je vous ai dit, les appels à projets, les financements, c'est 2019-2020. Globalement, il faut que les rendus, ça soit 2021-2022. Je pense que c'est quand cette campagne globale sera terminée, qu'il faudra peut-être avoir la réflexion pour la suivante. Là, actuellement, la plupart des centres de référence sont quand même au milieu du sprint pour rendre d'ici la fin de l'année leur PNDS. Merci beaucoup. Comme le temps passe vite, je suis obligée de donner la parole à l'orateur suivant, qui donc est le professeur David Geneviève, président du réseau Maladies Rares Méditerranée. À vous la parole. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon visage. Donc, du coup, je n'ai pas prévu de PowerPoint, mais je vais quand même partager un petit peu mon écran si c'est quelque chose de possible par la suite, pour vous montrer d'abord l'exemple de ce que c'est que ce PNDS de terrain par rapport au réseau. Et avant de vous montrer ça, je vais juste vous dire quelles sont mes casquettes, parce que comme ça permettra de voir la transversalité. Donc, je suis responsable d'un centre de référence anomalies de développement. Je participe en fait dans le cadre de la filière Handirard à un certain nombre de développements, en particulier tout ce qui concerne le parcours de soins. Et donc, bon, j'ai un bout de vision de ce qui se passe. Et je rejoins complètement les conclusions du professeur Christophe Verny, qui est que je trouve que le PNDS a une utilité extrêmement importante pour faire un point sur la science
de ce qu'on pourrait apporter pour la personne, mais que la transmission de cette information et l'application utile de cette information, elle est aujourd'hui très mauvaise avec ce PNDS qui est un espèce de document papier qui n'est pas souple, qui parfois qu'on est obligé de revoir avec des protocoles qui sont assez compliqués. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran pour vous montrer deux points. Alors, je ne voulais pas commencer par celui-là. Voilà, c'est parfait. Donc, je voulais montrer ce qu'on a fait dans le cadre du réseau de qui est donc un réseau, c'est quelque chose d'un peu unique, c'est de l'expérimentation de l'ARS Occitanie, donc c'est l'ARS qui nous finance. C'est un réseau qui a été créé à la demande d'Alliance Maladies Rares et qu'on a créé il y a un peu plus de 10 ans. Et le but de ce réseau, c'était justement d'apporter des solutions aux personnes qui sortaient du Yaka Faucon des centres experts et qui étaient en grande difficulté pour pouvoir avoir des réponses à leurs questions. Quel orthophoniste, quel psychomotricien, ou j'habite à tel endroit, je suis à 200 km du centre expert, où sont les structures de secours. Et assez rapidement, on s'est rendu compte que ces PNDS n'étaient pas forcément des plus performants pour pouvoir être dans une application pratico-pratique à proximité du domicile de la personne ou même en région, parce que le PNDS il est national, mais dans une région, comment ça se récite. Donc du coup, voilà, je vous montre juste 30 secondes le site. Ah, je fais un peu de pub, hein, je suis désolé, sur justement les maladies rares, qu'est-ce que c'est. On a des informations sur les filières, donc on a les différentes filières qui sont ici. On a les centres experts en région par les grandes catégories, donc on va prendre par exemple l'anomalie de développement et tout ce qui est déficience intellectuelle, je connais bien. Donc on va avoir les différents centres de référence qui est responsable dans les différentes régions avec les numéros de téléphone pour prendre les rendez-vous. Donc ça permet d'avancer sur un certain nombre de points, un peu l'errance diagnostique, mais pas tant que ça. Et puis, il y a une autre question qui sont ces fameux guides pratiques, qui est face à une maladie rare, finalement, comment je peux avoir quelque chose d'un peu plus pratique au quotidien. Donc, on a essayé de décliner un PNDS ou d'anticiper un PNDS avec un certain nombre d'informations sur qu'est-ce que c'est que cette maladie, quelles sont les caractéristiques cliniques, les aspects génétiques, le diagnostic on peut décliner comme ça. Et on a essayé de faire des fiches de suivi didactiques, année par année de vie, qui est quelque chose qui s'est mis en place par la suite dans les PNDS, mais qui aujourd'hui, et qui au départ, pardon, n'existait pas. Avant le PNDS, on disait, s'il y a un trouble ophtalmo, il faut aller voir chez l'ophtalmo. Si je convulse, il faut que j'aille voir chez le neuropédiatre ou le neurologue. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est de dire, dans telle année, on doit faire tel bilan pour essayer de dépister tel problème. Et on a comme ça des tableaux année par année avec dedans d'autres éléments qui sont importants. Et on pensait un peu benoîtement que ça serait utile pour permettre de décloisonner en fait cette information et que le premier recours puisse utiliser en fait ces informations. Et en réalité, c'est plus utile pour la personne malade ou son aidant qui, lui, va pouvoir appréhender un petit peu quels sont les bilans qui doivent être réalisés, mais pas tant le premier recours parce que, in fine, on reste face à quelque chose qui n'est pas accessible facilement pour le médecin traitant. Donc la première chose, c'est de dire, voilà, je trouve que les PNDS, c'est intéressant, mais c'est figé, c'est très lourd, personne n'utilise. Quand je dis personne, c'est vraiment personne. Quand on fait un PNDS, je trouve que voilà, quoi, c'est compliqué parce que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie pour finalement, oui, c'est important pour la personne malade, pour son aidant, mais en même temps, on n'en tire pas forcément la substantifique moelle de la coordination de la prise en charge qui pourrait se faire au plus près. Donc, je trouve qu'il y a d'autres exemples comme par exemple Gene Reviews. Alors c'est quelque chose d'anglais, mais que je trouve moi assez intéressant. Alors je vous mets ici le Gene Reviews du syndrome Kabuki, où finalement on va avoir des choses qui sont bien plus dynamiques et bien plus intéressantes qu'un PNDS parce que je peux le changer comme je le veux en fonction des nouveautés et des découvertes. Alors qu'un PNDS, si j'ai quelque chose de nouveau dans ma maladie, il va falloir que j'attende un petit peu avant de pouvoir le
le redistribuer et le redistribuer en quelque chose qui n'est pas très lisible. Parce qu'on a vu, c'est très compliqué d'aller trouver un PNDS et puis c'est encore plus compliqué d'aller trouver dans le PNDS l'information qui m'intéresse. Ici, je peux, avec un petit contrôle F, si je veux savoir s'il y a des problèmes d'hyperinsulinisme, je vais taper ma question et puis j'aurai ma réponse au bout d'un moment. Alors forcément, je l'ai mal écrit parce que c'est de l'anglais, mais je vais avoir des informations. Voilà. En 30 secondes, je vais commencer à avoir des informations. Je trouve que cette forme-là de PNDS, qui a un bout de PNDS électronique, est bien plus facile d'accès, agréable. Alors, c'est de l'anglais, mais on pourrait imaginer, au lieu d'avoir un PNDS papier tel qu'il existe, d'avoir un PNDS comme celui-ci, où finalement on va avoir des informations sur les différents symptômes de la maladie, voilà, description clinique, comment on fait le diagnostic, quels sont les gènes, et puis derrière, comment on va prendre en charge. Alors, il y a des corrélations génétiques, des diagnostics différentiels, les éléments de prise en charge. Alors pourquoi c'est important ce que je dis? Parce que ça m'arrive presque plus souvent d'aller regarder dans Gene Reviews quand j'ai une maladie que dans le PNDS. Tant c'est les Anglais, c'est pas les Français, mais c'est comme ça. Et puis pour finir la question sur l'évolution de ces PNDS, dans le cadre de la filière Handirard, on essaye de proposer un PNDS électronique qui serait en fait pas le PNDS lui-même, mais la transformation en applicable pour le premier recours et la personne malade, qui serait de reprendre en fait ces informations qui sont ici, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire à tel âge. Et en gros, le circuit, ça serait la personne arrive dans le centre expert, le diagnostic est fait, on ouvre les droits à ce IPNDS et la personne malade ou l'aidant partage ce droit avec le médecin traitant. Et ça va dire au médecin traitant, cette année, il y a ce bilan-là à faire. Et le médecin traitant, il ne connaît pas la maladie, mais ce n'est pas grave, il peut quand même appliquer la recette du PNDS. Et l'idée, ça serait de le décloisonner au plus près du domicile des personnes et pas être obligé de faire des bilans annuels dans les centres experts. Et en même temps, ça permettrait d'évaluer la qualité. La grosse difficulté, et j'enchaîne pour le docteur Thibaut Keylus, ça va être est-ce que le premier recours aura les ressources et le temps nécessaires pour chaque personne malade d'aller checker les informations que la personne malade va lui donner et d'aller sur un site web responsive qui lui dira le yaka faucon de la prise en charge. Et ça, c'est une vraie question. En tout cas, ce dont je suis quasiment sûr, mais peut-être que mon collègue après nous dira l'inverse, mais qu'un PNDS n'a aucune utilité pour le premier recours, ou très peu, en tout cas pas pour toutes les maladies et pas pour toutes les personnes qui va avoir à la consultation. Parce qu'en fait, les maladies rares, c'est extrêmement fréquent et les personnes en premier recours voient énormément de maladies rares et n'ont pas forcément le temps de lire un PNDS en entier. Enfin, je pense que les nuits ne sont pas assez courtes ou assez longues. Je ne sais pas trop comment il faut le faire, comment il faut le dire, mais voilà, globalement, je pense qu'il faut qu'on tende vers quelque chose de plus pratique, de moins lourd à produire. Il y a 8000 maladies rares. Les sollicitations sont très importantes, mais clairement, s'il faut relire son PNDS tous les ans ou tous les 6 mois parce qu'il y a des nouveautés, ça va vraiment être très compliqué. Merci beaucoup. Je crois que je suis obligée de demander absolument aux orateurs suivants de respecter le temps de parole parce que sinon tout le monde ne pourra pas parler. Je crois que ce que vous avez dit, bon, il y a énormément à dire. Je pense qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut un PNDS évolutif, souple, d'utilisation facile, etc. Là-dessus, nous sommes entièrement d'accord. Maintenant, sur le détail, ça demanderait en soi une séance, à mon avis, à part. Mais je ne vais pas prendre sur le temps de parole de l'intervenant suivant, qui est le docteur Thibaut Keylus, médecin généraliste. Oui, donc, bonjour à tous. D'abord, merci à l'Alliance Maladies Rares pour votre invitation et aux différents intervenants et auditeurs. Un grand merci au professeur Geneviève David là, qui vient de parler avant moi et qui dépasse l'intelligence artificielle dans le domaine des maladies rares sur Montpellier. C'est une parenthèse. Donc moi, je suis médecin généraliste depuis environ 30 ans dans un petit village d'Occitanie de 2500 habitants.
Et puis par ailleurs, je voudrais signaler que je participe à un modèle innovant d'accompagnement des maladies neuroévolutives en habitat inclusif avec l'association Un palier de toit sur Pézenas dans l'Hérault, qui concerne essentiellement des maladies de Huntington, ce qui pourrait intéresser le professeur Verny et qui est supervisé par Cécilia Marelli, le docteur Marelli. Voilà, donc actuellement, je ne suis pas dans l'Hérault, je suis en déplacement dans les Vosges avec une mauvaise connexion, donc j'espère que vous allez être indulgents avec ma connexion. Donc, grâce à ce numérique, eh bien, écoutez, je peux participer à cette réunion et cette explosion du numérique a évidemment beaucoup changé l'exercice de la médecine générale en 30 ans. À mes débuts, il n'existait que des supports papier pratiquement, et actuellement, on a quand même beaucoup d'outils en médecine générale pour faire des diagnostics un peu plus rapides, les affiner et raccourcir un peu l'errance diagnostique qui existe malheureusement encore beaucoup. Alors, il y a Orphanet qui est assez connu quand même des médecins généralistes. Il y a le Maladie Rare Infoservice qui est un petit peu moins connu, je pense, par les médecins généralistes. Puis il y a les PNDS qui sont des protocoles nationaux diagnostiques et soins, je crois, oui, et qui sont très complets pour les sujets qui sont traités, avec une synthèse médecin qui est très, très utile, facile d'accès. Mais malheureusement, la plupart de mes collègues, j'ai fait une petite enquête avant cette réunion, et il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore, et ça demande à être développé. Et j'ai quelques pistes aussi à souligner pour le développement de ces PNDS. Et puis, il y a le maillage, évidemment, avec Alliance Maladies Rares et les réseaux Maladies Rares, le maillage des soignants, des spécialistes, des aidants familiaux, des familles, des associations. Et là, moi, je voudrais souligner l'importance du travail en réseau avec les échanges entre tous les acteurs pour une meilleure et bienveillante prise en charge que l'on doit aux patients. Parce que je voudrais rappeler que le rôle du médecin généraliste n'est pas que dans le diagnostic et le traitement, mais aussi dans l'accompagnement global et durable, en particulier dans l'orientation post-diagnostic, quand le diagnostic est posé, et dans le suivi après l'annonce du diagnostic auprès du patient. Alors, le problème qui se pose encore plus maintenant à nous généralistes, c'est le temps qu'on a disponible, puisqu'on est assez chargé dans nos cabinets de médecine générale. Donc, pour continuer à garder suffisamment de temps présentiel et humain avec le patient, je pense qu'il faut continuer à développer des outils rapides de diagnostic et de conduite à tenir face aux souvent difficiles diagnostics dans les maladies rares. En particulier, moi, donc, j'ai quelques pistes qui sont peut-être intéressantes à explorer. Donc, maintenant, on a à l'ère des applications sur tablette ou sur portable, avec donc une grande rapidité d'accès, des recherches par mots-clés qui me semblent importantes, parce qu'il y a pas mal de maladies rares où il y a plusieurs pistes et plusieurs spécialités qui sont concernées quelquefois, et donc des mots-clés peuvent nous aider à bien orienter rapidement les patients. Et puis, je pense aussi, moi, il y a un point qu'il faudrait souligner, c'est de faire connaître ces outils aux médecins généralistes, bien sûr, mais aussi à tous les intervenants, que ce soit les auxiliaires de vie, les infirmières, les kinés, les orthophonistes qui vont devoir intervenir auprès du patient. Et puis, je pense que pour ces intervenants, il y a des formations qu'on leur doit avec des spécificités dans certaines maladies. Voilà, je voulais, je ne sais pas si j'ai le temps, de faire une petite parenthèse sur cette période Covid qui invite à réflexion pour l'avenir, parce que la visio, moi je pense, on en a fait l'expérience, et c'est très bien aujourd'hui parce que je n'aurais pas pu participer à la réunion, mais la visio ne remplace pas le présentiel en consultation, humainement parlant en tout cas, et c'est juste à mon avis une solution de pis-aller pendant le confinement. Et puis cette année passée a été vraiment un gros problème propice au retard diagnostique et la prise en charge dans toutes les pathologies et a fortiori pour les maladies rares. Merci beaucoup. Vous avez terminé, je pense. Oui, j'ai terminé, mais je peux… Merci infiniment, merci beaucoup. Comme je vois passer là dans les commentaires, je crois effectivement que les médecins généralistes ne connaissent pas beaucoup l'existence du PNDS et c'est très dommage. Et je pense que l'un des enjeux dans la période à venir sera de
travailler à faire connaître ce document, enfin cet outil. Alors ensuite, je ne crois pas que les gens consultent beaucoup sur papier maintenant, même le PNDS Non. tel qu'il est actuellement. Moi, je ne le vois pas, enfin, je vois personne le consulter sur papier, on le consulte en ligne en principe. On le consulte sur l'ordinateur ou sur le téléphone, sur la tablette. Voilà, et donc après qu'on l'appelle le PNDS ou qu'on l'appelle autre chose, à la limite, peu importe, mais il doit être transformé, nous sommes absolument d'accord, et amélioré, et c'est au cœur du débat que nous avons actuellement. Et je vais passer la parole à Madame Denise Desormeaux, directrice de la MDPH de Martinique. À vous la parole. Oui, bonjour. Donc, je ne peux pas mettre la vidéo. Je vois que c'est coupé. Que l'animateur a arrêté ma vidéo. Donc, bon, mais désolé, je vais juste… Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, mais… Ah, voilà, c'est bon. Voilà, j'ai pu démarrer. Voilà, merci. Donc, bonjour tout le monde. Donc, voilà, bonjour de Martinique. Donc, il est 9h40 alors. Je suis donc directrice de ce qu'on appelle ici Maison martiniquaise des personnes en situation de handicap, mais c'est une MDPH. Tout simplement, c'est comme nous sommes collectivité territoriale, le D de département a été changé, voilà. Donc, je ne vais pas être très longue. Bon, le PNDS, donc bon, c'est un outil, j'ai bien compris, donc enfin surtout médical. Mais ce qui nous intéresse pour nous, les MDPH, donc je suis aussi membre du conseil d'administration de l'association des directeurs de MDPH. Donc c'est à ce titre-là j'interviens ce matin. Ce qui est important pour nous, c'est tout ce qui concerne en effet, et un intervenant l'a dit, le volet médico-social. En fait, de quoi a-t-on besoin en MDPH pour pouvoir répondre aux usagers? C'est de comprendre quelles sont les conséquences de la maladie et des pathologies sur la vie au quotidien. Voilà, ça veut dire déjà au départ, quelle que soit la maladie, mais encore plus sur les maladies rares en effet, puisque dans le lot de dossiers qu'on aura à traiter et que les médecins qui travaillent en MDPH auront à voir, c'est vrai que les maladies rares, ce n'est pas les dossiers qui vont le plus rencontrer. Donc, toute la traduction de la maladie, de la pathologie sur les conséquences de la vie au quotidien, c'est ce qui nous importe pour pouvoir en effet répondre aux besoins des personnes. Donc cet outil-là, bon, quand j'ai questionné l'équipe, il y en a, les médecins connaissent, mais c'est pas ce qu'on va regarder. Nous, au sein de MDPH, on travaille avec le certificat médical, le CERFA, qui est le même document donc partout en France, que les usagers, que les patients amènent chez le médecin généraliste, en effet, souvent pour le remplissage. Et ce que nous avons à déplorer, c'est que très souvent, ces certificats ne sont pas suffisamment remplis. Alors, je sais que les médecins, le docteur Caïs venait d'expliquer, ils n'ont pas beaucoup de temps. Il manque des médecins, il en manque aussi en Martinique. Ils ont une clientèle importante. Ils ne peuvent pas passer des demi-heures à remplir des formulaires. Pour autant, le formulaire, le certificat médical qu'utilisent les personnes actuellement a été refait il y a 3 ans. Alors, il paraît long comme ça, c'est 8 pages. Mais ces 8 pages où en fait, ce sont des réponses, des croix à mettre. Voilà, et des croix à mettre sur plusieurs parties donc, qui concernent la vie de la personne. Savoir, voilà, pour éviter en effet que le médecin ait beaucoup à rédiger. Donc, si les médecins en effet peuvent traduire les pathologies dans ce certificat médical sur les besoins des personnes, ce sont des outils extrêmement importants pour l'équipe d'évaluation, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation MDPH, qui peuvent à ce moment-là comprendre de quoi il en retourne des difficultés des personnes et proposer des réponses qui seront adaptées. Voilà. Alors, pour votre information, dans les maladies rares, on va compter la drépanocytose, en effet, au niveau, je dirais, mondial, national. Et pour la Martinique, pour les départements d'outre-mer, ce ne sont pas des maladies rares, compte tenu du nombre de personnes qui sont concernées. Il existe un PNNDS, donc drépanocytose, et moi je n'avais entendu parler, enfin un qui date de 2010, je ne sais pas s'il a été réactualisé, mais au début de MDPH, on a eu beaucoup de soucis, en effet, en tout cas, le centre de maladies rares qui s'occupait des drépanocytaires, qui s'occupe des drépanocytaires ici en Martinique, avait des difficultés avec la MDPH parce qu'ils estimaient que dans les réponses qu'on faisait, on ne tenait pas compte des difficultés des personnes. Et c'est en rencontrant donc les professionnels du centre de référence de la drépanocytose qu'on a pu beaucoup échanger et comprendre en effet ce qui n'était pas dit dans les certificats médicaux que nous recevions et comprendre en effet comment nous travaillons et ce qu'il nous manquait pour pouvoir évaluer du mieux possible les besoins des personnes. Depuis qu'on a eu cette rencontre, il y a eu des échanges entre le centre de référence et les professionnels de l'équipe pluridisciplinaire, je peux vous assurer que, bon, je la connais, le médecin référence, mais je n'entends plus parler d'elle. Voilà, je ne l'ai plus vue, on n'a plus, voilà. Ça veut dire que les choses
roule à ce niveau-là. De la même manière, on travaille avec le CERCA, donc le Centre de référence des maladies rares ici en Martinique. D'ailleurs, le professeur, le docteur Rémi Bélance, il est sur un autre groupe là, en même temps, là, ce matin, puisqu'ils installent la plateforme maladies rares, ou la plateforme Outre-mer. C'est la même chose. On a eu à travailler avec eux, et je rejoins tout à fait l'intervenant précédent en disant que les échanges mails, les échanges, c'est très bien. C'est bien de pouvoir se rencontrer, de se voir là, voilà, de sentir, voilà, de manière humaine, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est difficile, comment on travaille, quelles sont les contraintes, les difficultés des uns et des autres, pouvoir bien comprendre le langage qu'on utilise. Et à partir du moment, pareil, on a rencontré le centre de référence des maladies rares, eh bien, il n'y a pratiquement, je dirais, plus aucune difficulté dans le traitement des dossiers des patients, des dossiers qui nous arrivaient. Nous, c'est un flot dossier qu'on a, donc toute pathologie confondue. Voilà, et pour bon, voilà. Donc, toute l'équipe est sensibilisée à ça. Et il y a des interventions qui peuvent se faire très rapidement. Il y a des dossiers qui nous arrivent donc, de ces deux centres-là, hein, maladies rares ou le centre de référence drépanocytaire, parce qu'il y a des choses qu'on comprend. Le langage est clair. Ils peuvent nous interpeller sur des choses très pratico-pratiques et on sait faire. Voilà, donc pour moi, bon, ces plans, ils ont une utilité, hein, mais je vous dis pour les MDPH, surtout sur le côté, le volet médico-social. Parce que c'est aussi, et j'ai vu sur un intervenant l'a présenté, je crois que c'est le docteur, oui, j'ai vu dans Geneviève, qui a présenté ce qu'ils ont mis sur leur site. J'ai vu à un moment donné comment les plans peuvent être traduits après avec tous les partenaires. Et entre autres, par exemple, pour la scolarisation des enfants qui sont porteurs de ces pathologies-là, il y a des choses qui se traduisent dans le cadre de ce qu'on appelle les projets d'accueil individualisés sur un certain nombre de choses. Voilà. Donc, c'est bien sur la base de ces éléments pratico-pratiques qui expliquent aux personnes. Nous, ce n'est pas la pathologie qui nous intéresse. Nous ne sommes pas médecins. L'équipe d'évaluation, ce sont des professionnels, surtout sociaux, paramédicaux. Il y a des ergothérapeutes, des travailleurs sociaux. Voilà. La pathologie, ce n'est pas ça. Moi, quand on dit quelqu'un est drépanocytaire, oui, très bien. Et alors, voilà, il y a 10 000 manières d'avoir cette maladie et 10 000 manières de la vivre au quotidien. C'est la traduction vraiment au quotidien sur les difficultés des personnes et des choses très pratiques hein, sur les difficultés peut-être des personnes à se réveiller le matin, à pouvoir se mettre en route quand il faut aller travailler, sur plein de choses. Hein. Ben, nous ici, il y a la chaleur. Et ben, du jour où on a compris que certaines pathologies, les personnes en effet avaient beaucoup de mal à vivre quand il y avait des pics de chaleur. Sachez qu'on a pu travailler avec la Caisse générale de sécurité sociale ici en Martinique et faire en sorte que l'installation de clim pour certaines personnes dans les maisons, c'est pris en charge. Voilà, c'est pris en charge. Ce n'est pas un médicament, mais c'est pris en charge. On a travaillé là-dessus parce que avec les médecins ne comprenaient pas au départ pourquoi la MDPH ne devrait pas attendre droit, mais il fallait qu'on comprenne qu'il y avait cette difficulté au quotidien pour les personnes. Du moment que ça a été traduit dans les documents, ça ne pose aucun problème pour personne. Le tout, c'est d'arriver à se comprendre, de comprendre en effet de quoi on parle. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, pour moi, le plus important, c'est vraiment l'information et c'est qu'il y ait des échanges vraiment donc, au sein des MDPH. Hein, c'est vrai que… Ah oui, et puis une chose importante aussi, vous avez parlé de l'interfilière. Pour nous, je pense qu'on se rend compte que pour beaucoup de pathologies très différentes, les conséquences au quotidien, en tout cas, il y a un tronc commun, il y a des choses qu'on va retrouver chez tout le monde. Par exemple, je prends l'exemple de la fatigue, d'une extrême fatigue. Si on peut, plusieurs pathologies, puisque bon, en termes de nombre, il y a des personnes qui sont toutes seules, hein, ici en Martinique, qui portent la pathologie, donc c'est sûr qu'on peut ne pas comprendre. Mais si, en termes de conséquences, il y avait des choses qu'on pouvait trouver, des explications qu'on pouvait avoir pour, voilà, sur plusieurs pathologies, voilà comment se manifeste la maladie au quotidien, dans la vie au quotidien. Si ça pouvait exister, ça aiderait aussi beaucoup, en effet, dans le traitement des dossiers. En tout cas, ça aiderait beaucoup les équipes d'évaluation. Voilà ce que j'ai à dire de manière très rapide. Je suis à votre écoute. Merci beaucoup, merci infiniment. Donc, le volet médico-social, c'est extrêmement important. Je pense qu'il a été beaucoup négligé dans les PNDS passés, mais en partie grâce aux associations, il est de plus en plus reconnu et pris en compte. Et le professeur Verny en a parlé au début. Et oui. Vraiment, c'est extrêmement important. C'est important, oui, oui. Parce que c'est ce qui va permettre en effet aux personnes de pouvoir vivre au quotidien et d'avoir des droits. Voilà, sur la partie médicale, en effet, l'errance médicale, on connaît, mais quand après elles ont trouvé à pouvoir en effet être suivies, c'est la vie au quotidien qui a
Voilà. La question de, par exemple, vous avez donné l'exemple de la climatisation, le fait que ça figure dans le PNDS, est-ce que pour vous, c'est, je veux dire, c'est une indication suffisante pour les MDP? Bon, c'est peut-être évident, flagrant en Martinique que la chaleur, ça peut être vital. Enfin, on le comprend peut-être beaucoup plus vite qu'ici en zone tempérée, quand on leur dit qu'il faut la clim pour les dysplasies ectodermiques, par exemple. Tout à fait. On a du mal à faire passer l'information. Est-ce que le fait que ce soit est-ce que les MDPH, quand elles voient ça dans le volet médico-social du PNDS, est-ce que ça peut marcher Ah oui, oui, on va pas, oui, à creuser. Oui, l'équipe ne va pas le discuter sous les noms, on n'est pas là pour remettre en cause ce qui est dit. Nous ne sommes pas médecins. Nous, ce qu'on veut, c'est comprendre voilà, cette maladie, quelles difficultés elle pose au quotidien à la personne dans son environnement. Puisqu'en effet, vous savez que ce qui est demandé au NDPH, c'est d'évaluer en effet les conséquences. On va dire, on est sur la définition du handicap, c'est toutes les difficultés que va rencontrer la personne dans sa vie au quotidien. C'est ça qui nous intéresse donc. Et là, il n'y a pas de limite. C'est dans sa vie au quotidien, que ce soit, ben voilà, c'est la clim, c'est le transport, je ne sais pas, c'est tous ces exemples-là. Quand c'est écrit, c'est beaucoup plus clair. Et du moment qu'on a fait ce travail-là ici en Martinique avec le Centre des maladies rares sur ce choses, c'est vrai que moi, je vois même les personnes nouvelles qui arrivent au sein de l'équipe disciplinaire des PH, ben, ils entendent leurs collègues parler, des choses qui se passent sur lesquelles on ne discute plus. Voilà. Mais tant que c'est pas dit, voilà. Ah, une chose aussi, je voudrais ajouter, parce que j'ai aussi une autre casquette, là, à titre personnel, je suis présidente d'une association qui gère un réseau de santé et on met en place, bon, ici en Martinique, ben, avec la loi, là, voilà, ce qu'on appelle les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination. Je pense que c'est important d'aller aussi vers ces structures-là qui existent donc en métropole, puisque les DAC, ce sont surtout les médecins de premier recours qui vont contacter. Donc pour eux, ils vont se retrouver dans une situation complexe. Que cette information-là, elle soit aussi portée à ces structures-là. Et voilà, donc c'est juste une parenthèse, je disais, parce que ça m'a fait tilt. Je me suis dit, bon, ici en Martinique, puisque le DAC, on va le mettre en place là d'ici la fin juin. Voilà, c'est quelque chose que je dirais sur avoir des informations qui permettent au plus grand nombre de comprendre en effet toutes les difficultés que les patients peuvent rencontrer sur un territoire. Merci beaucoup. Angélique, c'est à toi. C'est mon tour. Alors, presque tout a été dit. Je n'ai presque plus rien à faire. C'est formidable. Donc, juste pour me présenter rapidement, je suis directrice de l'association DEBRA France, qui regroupe donc les personnes atteintes d'épidermolyse bulleuse, qui est une maladie qui touche la peau et les muqueuses. Je suis particulièrement ravie et rassurée de voir à quel point les professionnels comme les associations partagent, je pense, de nombreux points de vue par rapport à tout ce qui a été évoqué. On voit bien que cette lourdeur de la méthodologie rend, même si sur le papier, ça semble très clair, hein, les objectifs d'un PNDS, cette lourdeur de la méthodologie fait que dans les faits, ce n'est pas toujours si simple que ça. Dans quel niveau de détail on va, c'est toujours très compliqué, surtout pour les maladies complexes qui nécessitent des prises en charge pluridisciplinaires. Donc, on arrive parfois à perdre un peu d'optique à qui est destiné le PNDS et quel en est l'objectif dans tout ça. Pour moi, il est clair qu'il doit rester, l'objectif principal doit être d'optimiser la prise en charge et essayer d'uniformiser au mieux cette prise en charge sur tout le territoire national, qu'on soit à Paris ou au fin fond de la Lozère. L'intérêt qu'il a aussi ce PNDS, c'est qu'il oblige à des consensus, il ouvre la discussion et il oblige effectivement à trouver des accords sur ces prises en charge. Il doit être sans aucun doute le plus complet possible, sans descendre dans les spécificités hyper détaillées de la maladie, mais dans le sens d'une prise en charge la plus globale possible, en incluant, comme ça a été dit plusieurs fois, les prises en charge médico-sociales et paramédicales. Il faut que le kiné de proximité qui doit prendre en charge une personne atteinte d'une maladie rare quelconque, qui aurait besoin de rééducation ou de travailler sur l'aspect musculaire, puisse savoir comment prendre en charge cette personne-là. Donc, on l'a dit, le format est souvent très peu friendly, hein, excusez-moi l'anglicisme, mais voilà, la méthodologie UR, c'est un vrai problème. Ce document, c'est clair et net ça a été dit aussi plusieurs fois dans le chat, hein, je l'ai vu, fait en collaboration avec les associations, idéalement dès le travail de rédaction, indispensable bien sûr pour le travail de relecture, mais je pense que cette implication du monde associatif doit être faite bien avant la relecture uniquement.
Il ne doit pas être un élément de notoriété. On voit aussi parfois, ça a pu arriver, donc ce retour-là, je le fais parce que c'est un travail qu'on a fait, une réflexion interassociative qu'on a fait, mais il y a voilà, des associations qui ont fait remonter cette problématique-là, hein, d'utiliser un peu le PNDS comme un outil de publication. Ce n'est pas sa vocation première. Pour revenir au format, le côté ne pas pouvoir mettre des photos, je vais prendre là pour le coup l'exemple de ma pathologie et partager rapidement avec vous ce qu'il existe au niveau de l'organisme DEBRA International, qui regroupe donc une cinquantaine de pays, qui réalise des guides de pratique clinique avec aussi bien des versions patients que des versions professionnelles de santé, où là, typiquement, sur notre pathologie à nous, qui est une maladie bulleuse, on a besoin d'aller percer des bulles, d'aller découper des bulles, d'avoir des photos, des schémas. Ça aide très clairement à, par exemple, des infirmières, comprendre comment prendre en charge cette maladie. Donc là où on va aller mettre des schémas et des photos, ça évitera d'avoir à mettre peut-être une trentaine de lignes pour expliquer ce qu'on ferait sans ça. Donc ça, c'est vraiment pour vous montrer concrètement à quel point je partage le point de vue qu'il peut y avoir des formats et des outils beaucoup plus accessibles que ce qu'il existe aujourd'hui. Il faut absolument simplifier les démarches de mise à jour de ce PNDS. Aujourd'hui, c'est quand même extrêmement compliqué. Je pense qu'il faudrait également faire une enquête sur son utilisation auprès des différents professionnels. Hein. Donc, monsieur qui est médecin généraliste a fait le test un petit peu auprès de ses confrères, qui a pu constater à quel point il est méconnu des généralistes. Je pense que de toute façon, quand bien même il le connaîtrait, beaucoup n'auraient pas le temps d'aller le consulter, très clairement, tout comme les MDPH, je pense, n'auront jamais le temps d'aller lire une partie médico-sociale qui serait extrêmement détaillée, qui ferait plusieurs pages. Pour en avoir fait l'expérience personnelle auprès de mon médecin traitant, je lui ai appris qu'il existait un PNDS sur ma pathologie, l'épidermolyse bulleuse. Il s'est empressé de me répondre « Ouh là là, vous inquiétez pas, les recherches, je vais les faire moi-même tout seul comme un grand parce que votre PNDS qui fait une centaine de pages, j'aurai jamais le temps d'aller le lire. » Voilà, c'est ce qui m'a été répondu textuellement et je pense que c'est ce que beaucoup de généralistes honnêtes répondraient. Donc, une enquête nationale, ça vaudrait vraiment le coup pour évaluer quel type de support pourrait être utile à ces généralistes. Je pense qu'il ne faut pas non plus céder à la précipitation de leur rédaction ni à la tentation de sous-traiter cette rédaction à des sociétés de conseil qui vont parfois aller faire une bibliographie extrêmement exhaustive de toutes les publications, mais ce n'est pas ça un PNDS, ce n'est pas ce qui intéresse, ce n'est pas ce qui va aider les professionnels qui ne connaissent pas la pathologie à prendre en charge ces patients-là. Et enfin, et surtout, ça a été évoqué aussi de nombreuses fois, la question de la diffusion. Quand on investit, si je ne dis pas de bêtises, hein, mais moi j'aime bien les chiffres, quand on investit 20 millions d'euros sur 5 ans dans les PNDS, et que donc une rédaction de PNDS, c'est 50 000 euros, je crois que c'est important quand même d'avoir ces chiffres à l'esprit, hein, il semble indispensable de se poser la question de leur diffusion et de prévoir un budget à cet effet. À moins que l'objectif à terme soit d'en faire un document opposable quand viendra le moment d'évaluer l'enveloppe budgétaire nécessaire pour encadrer les dépenses de santé des maladies rares, je ne comprends pas que cette question, à ce jour, n'ait pas été davantage prise au sérieux. Voilà. Je crois avoir fait le tour des petits points que je m'étais notés sur mon petit bullet point. Voilà. Merci beaucoup, Angélique. Je crois que c'est très complet. Manuela, je ne sais pas si on a le temps de prendre quelques questions. On arrive au bout. Manuela. Oui, ça y est, je suis là. J'ai noté quelques questions, il y en a pas mal. Enfin, c'est surtout des remarques qui ont été quand même reprises dans le chat par les intervenants. On est vraiment très, très, très en retard au niveau du timing. Quelques remarques. Les remarques, l'Alliance, je pense, va les reprendre. Oui. De toute façon, je les ai toutes notées, mais c'est vrai qu'on parle de la lourdeur du PNDS, comment on peut faire pour alléger le PNDS, comment les rendre obligatoires, comment rendre obligatoire le PNDS, ça c'est des questions qui sont venues. Bon, en fait, j'ai noté toutes les questions. L'Alliance fera un petit topo là-dessus s'il le faut auprès de ces associations, mais je pense que là, il faut vraiment qu'on avance. Voilà. Bon, mais merci à tous. Alors que je ne vais pas prolonger davantage, d'autant que juste après, il y a
On revient en plénière et le sujet, c'est la question des… Enfin, c'est un sujet qui nous intéresse au plus haut point puisqu'il s'agit des patients experts, je crois. Je ne sais pas, enfin, ce thème-là. Et donc, sur les PNDS, je pense que l'Alliance trouvera dans les contributions à cette séance matière à réflexion et à formulation pour le prochain plan national, j'espère que, enfin le prochain PNMR. Et je pense que les avis sont extrêmement clairs et convergents sur aussi bien du côté association que du côté médical, médecins, MDPH, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut quelque chose de souple, d'évolutif, de révisable, d'actualisable, facilement actualisable et d'utilisation facile, accessible et facile. Voilà, donc on arrive au bout de notre temps. Je vous remercie infiniment, en particulier les intervenants et également toutes les associations qui ont suivi et participé activement. Merci beaucoup et je vous invite à suivre la séance plénière. Merci.